Aux Finances a lancé mercredi les travaux produits par les experts de 19 pays membres. Au Sénat, les réponses du vice-premier ministre chargé du budget ont tourné autour des élections, décentralisation et la réforme institutionnelle. Antenne A, le journal Alain Kiouka. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. C'est ce mercredi 26 novembre 2014 que le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Samba Moukoko, a répondu aux différentes préoccupations lui exprimées par le sénateur en rapport avec le projet de budget national pour l'exercice 2015. La réponse a tourné autour des élections à venir, la décentralisation à accélérer et la réforme structurelle et institutionnelle à poursuivre. Eric Izami, Blaise Lunda. Face au sénateur mercredi, le vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Moukoko Samba est revenu sur l'enveloppe de 9 milliards de dollars américains pour consolider au volet social l'opération de la bancarisation. 2015 est indéniablement électoral. Le gouvernement central devra financer la Commission électorale nationale indépendante d'une cagnotte substantielle capable de lui permettre une organisation réussie des élections locales, municipales et urbaines en RDC. Cet impératif prévisible appelle l'accélération du processus de décentralisation en vue de promouvoir le développement à partir des entités de base. Les Congolais ont certes besoin d'un budget qui reflèterait la taille de la RDC, mais beaucoup plus un budget réaliste et surtout capable de résoudre au quotidien le problème de santé, sécurité, l'école et des prestiges d'un peuple digne de ces noms. Après les préliminaires effectués lundi par les experts du COMESA, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a lancé ce mercredi 26 novembre les travaux proprement dits de la 20e réunion de gouverneurs, du comité de gouverneurs des banques centrales du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, COMESA. Des décisions importantes sont attendues à l'issue de cette rencontre. Eric Izami, encore une fois. Ouverte mercredi 26 novembre par le ministre congolais délégué aux Finances, Patrice Kitebi, cette 20e réunion du comité de gouverneurs de banque centrale de l'espace COMESA affiche une détermination des délégués des 19 pays membres à poursuivre sans relâche les actions appropriées en vue d'accélérer les processus d'intégration dont les populations attendent la matérialisation, à savoir la zone monétaire. Que le processus d'intégration commerciale au sein du COMESA ainsi que l'unification monétaire et financière en cours impactent déjà de manière positive la performance économique de notre région. À cette occasion, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Niembo, qui assure désormais la présidence du dit comité, a dans son mot de bienvenue salué la contribution des différents États membres et leur attachement au développement des activités du COMESA, tout en les invitant à poursuivre le même élan de cet engagement commun. Quand on mesure l'étendue du chemin restant à parcourir dans le cadre de l'intégration de nos marchés et du gain en termes d'économie d'échelle que nos pays tireraient, nous ne pouvons nous empêcher de mobiliser nos environnements immédiats pour des actions appropriées en vue d'accélérer le processus d'intégration dont nos populations languissent la matérialisation, à savoir la zone monétaire. De l'avis du secrétaire général du COMESA, M. Sindiso, un pas important dans la marche vers cette intégration régionale a été déjà franchi. C'était avant de peindre un tableau de réalisation déjà accompli assorti d'autres perspectives partagées par le groupe des 19 pays concernés. Et puis l'actualité des régies financières reste dominée par l'incendie qui s'est déclaré lundi 24 novembre au poste frontalier de Kasumbalesa dans la province du Katanga. Quant à la réunion hebdomadaire sur la mobilisation de recettes présidée ce mercredi 26 novembre par le ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi, elle a confirmé les atteintes des assignations par les services compétents. Reportage Jean-Louis Miassekama. Les assignations du mois de novembre 2014 seront atteintes par les régies financières. La réunion a permis de confirmer que nous pourrions avoir 155 milliards du côté de la douane, 243 milliards du côté des impôts, y compris la TVA, 32,5 milliards en ce qui concerne les pétroliers producteurs et 36 milliards du côté de la DGRA. Mais c'est plutôt l'incendie au poste frontalier de Kasumbalesa au Katanga qui inquiète. L'instruction a été donnée à la DGDA pour qu'une mission d'enquête puisse se rendre sur terrain
pour évaluer toutes les conséquences techniques et juridiques de cette situation. Les explications de cet incident avec le numéro 1 de la DGDA. Effectivement, lundi vers 18h à Kasumbalesa, appelé généralement Whisky, c'est à peu près à 8 km de la frontière. Un gros incendie s'est déclaré. Un camion citerne, à cause d'une fausse manœuvre du chauffeur, a cogné un autre camion qui était en stationnement, un camion conteneur. Cela a provoqué une fissure sur la citerne et le carburant a commencé à se déverser sur le sol. Les gens qui étaient dans les alentours se sont précipités pour voler ce carburant. Le bilan est de 48 véhicules au total. Sur les 48 véhicules, il y en a 30 camions bâchés, un camion citerne et 17 camions avec conteneurs. Sur le plan bilan humain, on a déploré 12 blessés sur place qu'on a acheminés à Lubumbashi et malheureusement on a connu 2 décès. On doit donc s'attendre à quelques manques à gagner pour la DGDA. Le montant des dégâts et les pertes en recettes seront connus plus tard. Faciliter l'obtention des visas pour les conjoints congolais des anciens réfugiés angolais vivant en RDC en vue de garantir le respect du principe de l'unité familiale durant les opérations de rapatriement. C'est l'une des recommandations formulées lors de la clôture de la 8e réunion tripartite entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, de l'Angola et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Débutée le 24 novembre dernier, cette réunion s'est clôturée mercredi 26 novembre au Grand Hôtel Kinshasa. Des détails avec Ricardo Bakwa, David Mbeni et Nadia Koulenfouka. Du choc des idées jaillit la lumière, dit-on. Les 3 parties, à savoir la RDC, l'Angola et les HCR, se sont mis d'accord sur un chronogramme d'activité pouvant permettre la poursuite de l'opération de rapatriement volontaire et de l'intégration locale des anciens réfugiés angolais encore présents sur les sols congolais. Les parties ont noté le rapatriement volontaire de 9 783 anciens réfugiés angolais jusqu'au 19 novembre 2014, dont 3 188 en provenance du Bas-Congo, 1940 de Kinshasa et 4 655 du Katanga, soit une réalisation de 26%. Tout en saluant les efforts entrepris par les experts de 3 parties pour l'aboutissement heureux des travaux, le ministre congolais de l'Intérieur, Richard Mouyej, s'est exprimé en ces termes. J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres pour que les engagements que nous venons de prendre soient respectés en tenant compte des contraintes rencontrées, des défis à relever et du faible taux de réalisation par rapport aux objectifs assignés. Puis s'en est suivi la signature du rapport de travaux pour les 3 parties. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et les différents rapports publiés sur les violations de droits de l'homme commises au mois d'octobre 2013, ce sont là différents sujets abordés ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies au quartier général de la MONUSCO. Sylvie Fortuné-Mboula nous en parle. Au conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, l'on compte 236 cas de violation de droits de l'homme en République démocratique du Congo, précisément dans les provinces de l'Est du pays. Selon le rapport du BIC-UNDH, 58 cas ont été commis par les FARDC, 57 cas des éléments de la police nationale congolaise et 111 cas des combattants de groupes armés et les éléments des ADF-NALU sont cités en grand nombre. En ce qui concerne les récents massacres de Beni, le porte-parole militaire de la MONUSCO a affirmé que ce sont des actes isolés, mais seulement la MONUSCO n'a pas toutes les précisions s'il s'agit des ADF-NALU. Mais les efforts continuent d'être consentis pour le retour définitif de la paix dans cette partie du pays. Toujours au Nord Kivu, un agent humanitaire a été tué dans une embuscade tendue par les hommes armés sur l'axe Bunagana-Bouraï dans les territoires de Rutshuru. Le coordonnateur de l'action humanitaire en RDC, Moustapha Soumaré, a condamné cette tuerie et a indiqué que cet acte n'affectera pas la détermination et l'engagement de la communauté humanitaire envers les populations vulnérables. Enfin, la représentante de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo, Françoise Ngendarayo, a évoqué le 16
jours d'activisme dont la campagne a été lancée depuis ce mardi en marge de la journée mondiale de lutte contre l'élimination des violences faites à la femme. Dans le souci de consolider la paix après la reddition de Cobra Matata, le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, vient de créer un cadre de concertation devant réunir les différentes communautés de l'Ituri. Il a annoncé au cours de la rencontre qu'il a présidé lundi dernier au bureau du district de l'Ituri à Bunia. Commentaire Lucie Mahamba. S'inscrivant dans la logique de la cohésion nationale prônée par le président de la République Joseph Kabila, le gouverneur de la province orientale Jean Bamanissa a réuni deux communautés de l'Ituri, les Emma et les Lendu, après la reddition de Justin Banaloki alias Cobra Matata. Pour Jean Bamanissa, il est important d'entretenir de bonnes relations au sein d'un cadre de concertation au profit de communautés obligées de vivre en sœurs et ensemble dans la paix. Nous avons demandé à toutes les parties pendant cette période de ne pas faire revivre les différentes réclamations qui pourraient être faites suite aux conséquences de la guerre. C'est le prix de la paix que nous puissions y aller progressivement et la coordination du cadre de concertation pourra aussi se charger de la conciliation des parties sur les différentes questions qui auront été posées. La paix passe avant tout et elle reste une condition essentielle pour aller de l'avant. Ceci est valable pour les Emma, les Lendu et n'importe lesquels peuples de la terre. Il a lancé les cas de sécurité. C'est à nous approprier de ce qu'il vient de nous dire. Je trouve qu'il n'a pas prêché au désert, c'est à nous à prendre nos dispositions. L'autorité provinciale qui a l'idée de cohésion nationale et la solidarité et les soucis que nos deux communautés puissent vivre pacifiquement. En frères et sœurs, des structures ont été créées pour promouvoir la paix, l'entente mutuelle, assortie des réflexions sérieuses pour le développement de l'Ituri et du Congo par extension. Ouverture ce mercredi de l'atelier d'imprégnation des membres de l'Assemblée plénière de la CENI sur le concept genre et élection. Cet atelier est l'une des conséquences des recommandations des assises de Zongo dans la province du Bas-Congo qui suggérait une intégration plus assidue de la femme dans le processus électoral en RDC. Nadia Koulenfouka et David Tembeni y reviendront. Et puis la FAO, avec quelques membres du groupe multidisciplinaire mis en place au sein du ministère de l'Environnement et de la Conservation de la Nature, ont échangé ce mardi 25 novembre sur la possibilité d'utiliser le cadre réglementaire applicable aux concessions forestières de communautés locales. Ceci s'inscrit dans la ligne droite de la gestion communautaire de la faune sauvage en RDC. Patricia Moulengo-Mbolikuni et Pepito Matondo. La gestion communautaire de la faune à travers le concept de forêt de communauté locale est une option qui n'est pas encore explorée. C'est dans cette optique que la République démocratique du Congo s'est engagée, à travers le concept de forêt communautaire, d'impliquer les communautés locales dans la gestion de ressources forestières. Voilà qui justifie la tenue de cet atelier d'échange et de réflexion. Nous avons trouvé que la foresterie communautaire était une opportunité pour nous de profiter de la législation, le code forestier qui dit à son article 22 que les communautés peuvent demander une portion de leur forêt qu'ils détiennent sur base de coutume et qu'ils peuvent gérer et exploiter les ressources qui s'y trouvent. Une feuille de route du processus de la mise en place de concessions forestières de communautés locales à vocation gestion communautaire de la faune est l'un des résultats attendus à l'issue de cet atelier. Ce projet, après réflexion, sera appliqué dans les zones ciblées à travers la République de la manière suivante. Le projet sous-régional dans chaque pays a 2 sites. Chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons 2 sites. Un site en province orientale et un autre site dans le Bas-Congo. Dans la province orientale, nous sommes sur 3 axes. Je suis basé en province orientale pour mettre en place ce projet-là dans le territoire de Bafasende, au niveau de l'axe Ituri, au PK 147, au village Baego. Pour rappel, ce travail sera réalisé dans le cadre du projet régional gestion durable de la faune sauvage et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale, financé par le Fonds pour l'environnement mondial, coordonné par la FAO. Au chapitre de l'éducation, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, compte introduire la classe
pré-primaire ou classe 0 dans le programme scolaire. À cet effet, une étude de faisabilité a été menée et les résultats ont été rendus publics hier lundi 24 novembre 2014. Il s'avère que ce projet est faisable, mais il nécessite une forte implication budgétaire, comme le précise Patricia Molengombolekuni et Précieux Mangonzawe. Démarré au mois de février dernier, les résultats de l'étude de faisabilité de la classe pré-primaire ou classe 0 en République démocratique du Congo ont été présentés au cours d'un atelier de restitution. Un atelier qui a connu la participation du ministre de l'enseignement primaire et secondaire et de son adjoint, de la représentante de l'UNICEF en RDC et des différents partenaires financiers et techniques du système éducatif congolais. Cette étude invite à considérer le développement de la classe 0 pour les enfants âgés de 5 ans comme une solution complémentaire de l'offre de l'éducation pré-primaire au Congo. Et la cible prioritaire de la politique de la classe 0 est le monde rural. La classe 0, qui s'avère être une 9e classe obligatoire rattachée à l'école primaire, est un projet du gouvernement congolais permettant d'augmenter le nombre d'enfants à l'école. Si on commence déjà à habituer ces enfants au niveau pré-primaire, nous espérons que les enfants nous avons amélioré l'âge d'entrée au primaire et nous allons améliorer aussi même la rétention. Parce qu'un enfant qui commence à fréquenter l'école tôt a tendance à rester à l'école le plus longtemps possible. D'après les études menées, la communication autour de la classe pré-primaire est l'une des conditions du succès de l'introduction de la classe 0. Éducation toujours, c'est aujourd'hui qu'est intervenue la remise officielle des écoles construites dans le cadre du projet PRISC, projet de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires dans le Nord Kivu. C'était en présence de plusieurs autorités, dont une délégation du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les détails avec notre envoyé spécial à Rutshuru. Dieu merci, Nzom Mabiala. 4 ont été remises officiellement ce mercredi 26 novembre 2014 à Rutshuru par la ministre provinciale de l'EPC du Nord Kivu, accompagné la délégation du ministère sur le plan national, conduite par Madame Chantala Sawasawa Pandé. Il s'agit donc de l'école primaire Kinyandeni, construite depuis 1962, l'école primaire Nyarukwangara, l'école primaire Rovarama et Katunwe, construite depuis 1958 et exécutée par World Vision comme agence locale d'exécution. Toutes ces écoles ont une même architecture qui comprend 6 salles de classe bien terminées, des tableaux peints en vert, des pupitres, un bureau pimpant et de la clim pour filles et garçons en faveur des élèves et enseignants. Ces écoles réhabilitées dans le cadre du projet PRIS ont un des projets de reconstruction, réhabilitation des infrastructures scolaires répondent aux normes internationales d'apprentissage et viennent ainsi concrétiser la vision du chef de l'État qui veut faire de la RDC un pôle d'intelligence et de savoir-faire. Madame Chantala Sawasawa, prenant la parole au nom du ministre de tutelle, Mater Mwangufamba, a rappelé que la même architecture est respectée dans toutes les provinces avant d'inviter les populations locales à bien entretenir ce bijou leur offert par le gouvernement Matata. Pour rappel, le projet PRIS est un projet de construction de 1000 écoles sur toute l'étendue du territoire national. Il répond à certains objectifs fixés dans la stratégie sous-sectorielle du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui consiste à accroître l'accès, l'accessibilité, l'équité et la rétention des élèves à l'école afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Depuis Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, Dieu merci Nzom Mabiala pour Antenne 1. Vous le savez, c'est ce week-end à Dakar au Sénégal que va se tenir le 15e sommet de la francophonie. Eh bien, en prélude à ces assises, Patrick Borel-Mukendi nous fait revivre le 13e sommet qui s'était tenu à Montreux en Suisse du 22 au 24 octobre 2010. C'est en Suisse, sur les bords du lac Léman, qui s'était ouvert vendredi 22 octobre 2010 les sommets de la francophonie. Pour cette 13e édition, qui s'est tenue dans la ville de Montreux, près de 70 pays ont été représentés. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement étaient attendus pour un rendez-vous au cours duquel les processus électoraux en Guinée avaient occupé une place de choix dans les discussions. Ce 13e sommet a été purement politique. Cette ambition était portée par l'ancien président sénégalais et l'actuel président de l'OIF.
La nomination d'un expert de cette organisation à la tête de la commission électorale en Guinée était, selon plusieurs délégués, les résultats de l'implication de l'OIF dans ce pays. C'est aussi, souligne-t-on, la reconnaissance de l'expertise de cette organisation en matière électorale. Les 70 membres s'étaient prononcés sur une série de résolutions, dont une sur la gouvernance mondiale. Cette organisation s'était transformée en groupe de pression dans les grandes rencontres internationales au profit, il faut bien les reconnaître, des deux grands pays francophones que sont la France et le Canada. Mais la solidarité francophone n'était pas automatique. Restons en Europe pour vous annoncer que la République démocratique du Congo a été à l'honneur ce mercredi 26 novembre au Parlement européen. L'un de ses dignes fils, en l'occurrence le docteur Denis Mukwege, celui qu'on a surnommé le réparateur des femmes violées, a réceptionné le prix Sakharov 2014 qui lui a été attribué. C'était au siège du Parlement européen à Strasbourg, en France. Ici à Kinshasa, un journaliste congolais, Joseph Adolphe Voto, a voulu à sa manière honorer le travail réalisé par ce médecin hors pair en réalisant un film documentaire intitulé Docteur Courage. En voici un extrait. Les femmes sont les plus vulnérables, viol, enlèvement. Comment le dire à vous, représentants de la communauté internationale, quand la communauté internationale a fait preuve de peur et de manque de courage pendant ces 16 ans en République démocratique du Congo. 16 ans d'errance dans les intempéries, 16 ans de torture, 16 ans de mutilation, 16 ans de destruction de la femme, la seule ressource vitale congolaise. J'aurais bien voulu dire, j'ai l'honneur de représenter mon pays, mais je ne peux pas le dire. En effet, comment être fier d'appartenir à une nation sans défense, livrée à elle-même, pillée de toutes parts, et impuissante devant plus de 500 000 de ses filles violées pendant 16 ans, plus de 6 millions de morts de ses fils et de ses filles pendant 16 ans, sans qu'il y ait aucune perspective de solution durable. Non, je n'ai ni honneur, ni privilège. J'ai un cœur très lourd. Mon honneur, c'est plutôt d'accompagner ces femmes victimes de violences sexuelles, très courageuses, ces femmes qui résistent. Véritable tragédie dans une ferme située à 28 km en amont de la ville de Bandundu. Une famille a perdu 9 personnes sur les 10 tuées par une foudre. L'inhumation a eu lieu mardi devant le gouverneur de province, Jean Kamisendo. Notre correspondant à Bandundu, Thierry Ngoy, a été joint au téléphone par Anne-Marie Ossite. C'était sous le coup de 15 heures, les habitants de la ferme Nekwaï, où s'est déroulé l'incident, les autorités politico-militaires et ceux des habitants du Bandundu qui ne croyaient pas à cette nouvelle se sont amassés en tenue de deuil devant la morgue de l'hôpital général de référence de Bandundu. À l'intérieur de la morgue, les membres de la Croix-Rouge s'arrangeaient pour l'entretien de la plupart des corps en décomposition calcinés par la foudre pour les mettre dans les cercueils achetés par les autorités de la province. À la sortie de chaque cercueil, l'émotion gagnait les visages des personnes se trouvant sur les lieux qui tous étaient venus, selon les dires de certains parmi eux, consoler une famille qui a perdu 9 de tous ses membres sur les 10 personnes tuées par la foudre. À côté de ces 10 cercueils étalés au sol, le gouverneur de province Jean Kamisendo Kutuka s'est recueilli devant avant de déposer une gerbe de fleurs après les mots de consolation prononcés par le maire de la ville de Bandundu, Madame Jojo Lola Machikini. Après ces cérémonies officielles, les corps ont été embarqués dans un véhicule et mis à terre au cimetière de Bandundu. Je rappelle que ces 10 personnes ont été tuées par une foudre dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre dans une ferme appelée Nekwaï, à 28 km en amont de Bandundu, à quelques mètres de la rivière Kwango.
La foudre avait tué 9 personnes d'une même famille et un voisin d'à côté. Des sources proches de ces deux familles parlent d'un mauvais sort jeté par un habitant pour venger un vol dont le butin avait été distribué par tous les victimes. Et puis Bandoulouville, Ringo Ikamanga pour Antenne A. La Direction générale de la Société nationale d'assurance, SONAS SA, porte à la connaissance du public en général, aux opérateurs économiques et à sa clientèle en particulier que les maisons de courtage radiées citées ci-dessous continuent frauduleusement à souscrire les contrats d'assurance qui n'ont pas cours légal en République démocratique du Congo. Il s'agit des Brown Underwriting Office, BUO, Christopher Lejeune, Alia, Ndomei. En cas de sinistre, la SONAS SA décline toute prise en charge et indemnisation aux victimes de faux contrats d'assurance. Un homme averti en vaut deux. Ce communiqué est signé par Guito Amela Carole. La société Proxy Team et Friendly Foot ont organisé une conférence de presse lundi sur l'avenue du Marché dans la commune de Lagombe pour annoncer une séance spéciale de formation de joueurs et entraîneurs de football du 25 au 28 novembre prochain au stade Tata Raphaël. Patrick Borel-Mukendi, Africa Mujinga et Pepito Matondo, reportage. C'est avec l'implication de la société Proxy Team et Freeland Food que les entraîneurs, jeunes footballeurs de l'RDC vont bénéficier de la méthode Koji Training du Belge Michel Brunings du mardi au vendredi de la semaine en cours au Stade Tata Raphaël. Pas connu des Congolais, l'initiateur Brunings a expliqué l'importance de cette méthode. Une faveur dans quel environnement un jeune bouge. Régulièrement, on a constaté qu'il y a des jeunes dont les parents sont pas riches, ils sont déjà stéréotypés et ils n'ont pas eu assez d'affection. À ce moment, et c'est prouvé, parce que tout ce que nous expliquons est basé sur des recherches. Dark Gisling, l'assistant du Koji Trainer, a déclaré que cette méthode a aidé plusieurs joueurs européens à développer des réflexes et aptitudes nécessaires à une pratique efficace du football moderne. Il en sera de même pour les sportifs congolais qui vont éveiller leur capacité intellectuelle. Et pour jouer un jeu de position de ballon, ça veut dire que tu as besoin de deux choses. Tu as besoin d'une maîtrise du ballon et d'une maîtrise du corps. Donc la technique pour jouer position de ballon, ça commence avec une bonne technique. L'expérience que vont acquérir les footballeurs et entraîneurs de Kinshasa sera bénéfique pour les grands clubs de l'RDC et pour l'équipe nationale. L'ONG Journalistes en danger a lancé il y a peu une campagne contre la dépénalisation des délits de presse. Je vous propose de suivre le spot de cette campagne. Chaque jour, ils risquent leur vie ou la prison pour vous apporter l'information. Tuer un journaliste, c'est tuer la démocratie. Arrêter un journaliste, c'est tuer l'information. Arrêtons cette tragédie et engageons-nous, dépénalisons les délits de presse. À présent, place à la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Damoumat. Malaise, inquiétude sociale, accusation, 4 mots exploités ce mercredi par la presse quinoise. Kabila, serré, fragilisé par la guerre de clans, s'exclame la référence plus. Au-delà des apparences étouffées, plus rien, estime le confrère, ne va à la majorité présidentielle. Au cœur du malaise, une bataille pour la succession diviserait les classiques du régime qui gravitent tantôt autour de Beminakou, président de l'Assemblée nationale et secrétaire de la MP, tantôt autour de Matata Pogno, Premier ministre. Selon des sources dignes de foi, renchérit le journal. Des réunions se multiplient ces derniers jours sur l'avenue du Flambeau, à l'hôtel du Fleuve et dans certaines résidences UP de la Gombe pour monter des stratégies de survie du régime et voir l'orientation à donner aux recommandations des concertations nationales. L'inquiétude gagne le Katanga des suites de la longue absence du plus célèbre des gouverneurs de province de la RDC. La rue se pose dès lors des questions. Où est Katumbi et pourquoi donc cette longue absence? Information à lire dans le journal Forum des As. Toujours au Katanga, le groupe Forest rejette les accusations d'Amnesty International, rapporte l'avenir. Accusé d'avoir expulsé les creuseurs illégaux à Louis Chichi et démoli des campements et bâtiments en violation des droits humains, Forest indique que l'opération a été décidée, planifiée et mise en œuvre par la police congolaise. Le groupe ne porte aucune responsabilité dans ces opérations de police parce que, poursuit les tabloïds,
Les auditions menées ultérieurement par la justice congolaise ne laissent planer aucun doute à ce sujet. Les donneurs d'ordre assumant pleinement leurs responsabilités. Question alors d'améliorer le social de l'ensemble de la population RD congolaise. Les sénateurs demandent à Moukoko Samba, vice-ministre et ministre du budget, d'expliquer comment il envisage créer des ressources innovantes pour que la RDC devienne effectivement un pays émergent. Dans le cadre du projet de budget 2014, information à lire dans la prospérité. Le social, encore une fois, l'observateur en fait écho. Le quartier Sangamamba, aux confins du centre-ville, sur les hauteurs du quartier Mbinza, bénéficiera, annonce le confrère, d'un centre de santé bien équipé. Matata Pogno a en effet procédé au lancement des travaux de construction de centres de santé à travers le territoire national. La pose de la première pierre s'est déroulée à Sangamamba, un quartier démuni de la commune de Ngaliema qui n'a aucune structure médicale de l'État répondant aux normes. Début des travaux à Sangamamba, fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Voilà, c'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec les informations, c'est ce jeudi dès 7h30. Moi, je vous retrouve à 19h si Dieu le veut. Portez-vous bien. Excellent suite de programme sur Antenne. Bonsoir.